Madame, Monsieur, bienvenue dans l'entretien d'actu. Nous sommes ici à l'Ermitage à Sierre, c'est le centre de l'autoroute A9 du côté de Finges, avec Jacques Mély, le futur président du gouvernement valaisan, puisque dès le 1er mai, Jacques Mély succédera à Jean-Michel China à la tête du gouvernement valaisan. Jacques Mély, bonjour. Bonjour. Le 1er mai, c'est un dimanche, c'est le jour du travail. Succéder à Jean-Michel China un dimanche. Un conseiller d'État travaille le dimanche. Un conseiller d'État est élu pour 4 ans et en principe 7 sur 7. Du 1er janvier au 31 décembre. À nous de choisir quand tombe les dimanches. Mais dans les fêtes, vous travaillez le dimanche? Dans les fêtes, oui, bien sûr. Il arrive d'être soit en représentation, soit en période où il y a beaucoup d'activités. Et bien entendu, également, il y a des dossiers, des rapports à lire. Ma foi, ça, c'est à nous de nous organiser. Claude Roch m'a dit qu'il passait à peu près 5 heures de son dimanche à relire des dossiers, à préparer des dossiers pour les séances du Conseil d'État. C'est votre cas? Vous passez 5 heures par dimanche? Non. Je ne relis pas ces dossiers. Mais... Non, les vôtres, d'accord. Je plaisante, bien sûr, bien sûr. Non, pas tous les dimanches, mais il n'est pas du tout rare. Avec un avantage pour moi, c'est qu'en habitant à Granges, en 10 minutes, un quart d'heure, je suis à mon bureau. Alors il m'arrive, jour de fête ou jour de congé, de me rendre au bureau. C'est des fois plus facile, surtout plus tranquille les jours de repos pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Vous avez parlé de représentation. À combien on estime les représentations chez un conseiller d'État qui est dans un département où on inaugure beaucoup de routes, on inaugure beaucoup de tronçons? On parle de 30%, est-ce que c'est vrai? Alors certainement, je n'ai pas fait de calcul aussi précis. Je pourrais dire qu'il y a en gros un 40% qui se passe à l'intérieur du bureau. 60% à l'extérieur. Est-ce qu'il y a trop de représentation pour les conseillers d'État? On sait qu'en Valais, c'est différent des autres cantons. Vous travaillez le samedi-dimanche. Dans certains cantons, les conseillers d'État, le samedi ou le dimanche, refusent de faire de la représentation. Ce n'est pas le cas en Valais. Est-ce que ça vous fait perdre beaucoup de temps, mais ça vous est utile? Non, alors... Je dirais que c'est une philosophie qui est très différente de certains autres cantons de Suisse. Alors, considérer comme un travail, c'est une activité, ça va totalement avec l'activité du Conseil d'État. Je crois que la population valaisanne apprécie le contact avec ses autorités exécutives et les autorités exécutives apprécient ce contact avec la population. Il y a une qualité d'accueil, de réception qui est absolument extraordinaire. Donc vous n'avez jamais l'impression de perdre votre temps en représentation, très franchement? Non, à ce jour pas. Honnêtement, on a toujours un temps qui est compté. Ça veut dire qu'il est rare qu'on puisse passer une pleine journée quelque part. Ça arrive, on sera prochainement à la finale du combat de Rennes à Prabardy. Ah, ça c'est un passage obligé, là. Là, on est en campagne électorale. Non, c'est un passage obligé depuis de nombreuses années. Oui. Donc, indépendamment de la présidence du gouvernement et indépendamment du Conseil d'État, c'est un endroit où j'aimais aller déjà avant. J'étais moins assidu. Et vous êtes de quel style? Du style à rester jusqu'à la finale ou bien à faire le début de matinée pour les VIP puis après à partir après le repas? Non, et j'y vais si ma femme vient, m'accompagne. Elle aime beaucoup le combat de Rennes. Alors, plus que vous? Certainement plus que moi en tant que combat de Rennes. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne resterai pas depuis le matin jusqu'au soir. J'aime beaucoup l'atmosphère qui préside à la finale, mais c'est vrai que je n'ai pas cette culture du combat de Rennes depuis mon tout jeune âge. Je suis venu sur le tard dans ce milieu-là. Vous avez dit qu'en année présidentielle, il y avait assez de priorités au gouvernement pour ne pas en fixer une de plus et un thème de plus bateau pour simplement dire j'ai mon thème de président. Quels sont les 5 dossiers prioritaires du Conseil d'État aujourd'hui? 5. On est presque... 5 parce qu'on a 25 minutes d'interview. Tout à fait. Mais les 5, vous les connaissez. Il y a aujourd'hui ceux qui défraient la chronique. Il y a la santé, il y a l'énergie avec actuellement on point de mire les taux de concession. Les taux de concession, bien sûr, ça c'est l'énergie. Et à côté, mais ça c'est un épiphénomène, la ligne de tension, mais important également. Il y a les infrastructures. Il y a aujourd'hui un dossier qui est en cours de traitement, c'est la nouvelle RPT, la nouvelle répartition des tâches. Entre le canton et commune? Canton-commune, qui certainement va en tout cas animer la prochaine séance du Grand Conseil et qui est un enjeu relativement important puisqu'il va fixer les responsabilités respectives des communes et du canton pour ces prochaines années. Donc c'est un dossier qui a l'air plutôt administratif comme cela, mais qui est beaucoup très important. On a l'impression, quand on vous regarde travailler les 5 conseillers d'État, que vous avez tous la même manière de faire sur les dossiers difficiles. Vous avez tous nommé des experts d'une manière ou d'une autre. Maurice Tourné a nommé des experts pour le RSV, qui ont remis leur audit. Vous avez des experts en route pour le Rhône 3, en comparaison. Esther Weber a des experts pour la prison. Est-ce que ce n'est pas une manière de fonctionner qui n'est pas bien? Alors, écoutez, en ce qui concerne l'expertise à laquelle vous faites allusion, c'est l'expertise du Rhône.
ce n'est pas une décision du gouvernement, mais du Grand Conseil. C'est une décision du Grand Conseil à laquelle je me suis tout à fait volontiers plié pour avoir, puisqu'on le demande, une réflexion et puis une base sur laquelle on puisse ensuite s'appuyer. Je n'anticipe absolument pas sur les résultats de cette expertise, mais il faut savoir que je suis aussi extrêmement serein dans la mesure où il y a derrière nous quand même beaucoup de travail qui a été fait. Mais ce n'est pas Jacques Mély qui a décidé de son propre chef de dire je vais chercher des experts. Alors encore que je respecte profondément les experts qui ont été choisis, désignés, pas du tout par moi-même, mais des experts au-dessus de tout soupçon et qui vont nous apporter, je pense, un éclairage extrêmement important pour la suite du travail. Si ces experts disent que vous êtes trompé, que finalement il faudrait mieux plus approfondir qu'élargir le Rhône, qu'est-ce que vous allez faire, Jacques Mély ? Il y a des aspects sur lesquels je serais heureux d'avoir un éclaircissement, un éclairage une fois définitif. C'est l'aspect de l'obligation légale qui nous est faite. Et là, nous avons, le président de ce groupe d'experts est plus que spécialiste, donc nous aurons des références qui seront, une fois pour toutes, définitives et claires. En ce qui concerne le dialogue entre le Rhône et la nappe phréatique, je pense que l'expert qui rendra son rapport sera absolument incontestable, puisque c'est celui qui, effectivement, forme pratiquement tous les autres experts du pays. Donc, ce seront pour nous des éléments forts qui pourront peut-être nous corriger au niveau de détails, mais nous sommes, nous, dans le plan d'aménagement. Le plan d'aménagement, c'est une sorte de mode d'emploi de la correction du Rhône, pratiquement de la source jusqu'au lac Léman. Donc, c'est sur cet élément global que j'aimerais qu'il y ait également que l'on se prononce. Mais vous êtes d'accord pour dire que depuis que vous êtes conseiller d'État, c'est votre dossier polémique ? Avant, il y avait Jean-Jacques Rébellet, votre prédécesseur, qui se battait peut-être avec les Hauts-Valaisans pour le passage de Viège de l'autoroute. C'est resté symboliquement dans les esprits. Est-ce qu'on va retrouver, dans 8 ans ou dans 12 ans, quand vous quitterez le gouvernement, cet historique-là en disant Jacques Mély s'est battu avec le monde paysan pour Rhône 3 ? Mais ça va s'arrêter assez rapidement, d'après vous. Alors, le dossier Rhône sera certainement un dossier majeur de cette législation, de la prochaine, je pense également dans les années futures, dans les 15 prochaines années, et je pense que le dossier va évoluer au fur et à mesure qu'il va avancer. Mais c'est un dossier sur lequel il n'y aura pas une acceptation à 100%. On ne pourra pas trouver la pierre philosophale en disant c'est comme ça qu'on va donner raison à tout le monde. Ce sera une suite de compromis, mais avec également une suite d'acceptation de la part des différents milieux en fonction de données qui seront des données techniques, des données d'analyse. Et je crois que c'est un enjeu pour un politicien comme moi. Aujourd'hui, on parle de l'autoroute. L'autoroute, c'est certainement en valeur financière le plus gros dossier de mon département. Mais il n'est plus du tout contesté. Il y a des problèmes encore à régler. Non, mais on le peut dire dossier qu'on a mis avance. 60 ans pour faire une autoroute en Valais. Égal. Moi, j'ai dit qu'en 2019, l'autoroute... C'est quand même un constat d'échec terminé. ou pas ? Non. C'est long. C'est trop long. On a fait des barrages beaucoup plus rapidement en Valais. Certainement. Mais l'évolution de la perception de ce type d'infrastructure a changé encore plus vite que le délai... Ou que Ça mettra 30 ans pour faire la 3e correction du Rhône. Moi, j'aimerais qu'on prenne conscience du danger beaucoup plus rapidement et que l'on puisse raccourcir de 10 ans ce délai. Marie-Thérèse Sangra dit que vous auriez dû, à un moment donné, faire un exemple d'élargissement pour montrer aux Valaisans ce que c'est un élargissement, pour montrer le bien-être que ça peut créer. Aujourd'hui, on a l'impression que la discussion autour de la 3e correction du Rhône est une discussion entre vous et vos employés d'État et le monde paysan et que le reste du canton ne s'est pas approprié le Rhône. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans le sens, je suis d'accord dans la mesure où c'est l'image que l'on vend, c'est l'image que vendent les médias. La réalité est tout autre. Et à titre d'exemple, nous avons actuellement à Viège la première mesure, la mesure d'urgence qui est en cours, qui sera terminée dans quelques années, qui subit des dépassements quand même. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça, on peut en parler, c'est autre chose. Par contre, cette mesure, elle combine pratiquement l'ensemble des techniques qui seront mises en vigueur pour la totalité de la correction. Il y a de l'approfondissement, il y a de l'élargissement, il y a du renforcement de digues, et puis un grand élargissement qui est prévu à Briguerbade. Et ce grand élargissement, je vais le présenter au mois de juin au Grand Conseil. Ce sera l'exemple. C'est 20 millions. Et pour moi, là, j'approuve totalement les dires de Mme Sangra, une fois n'est pas coutume. Ce sera
entre guillemets, l'appartement témoin. Ça veut dire qu'on pourrait montrer ce que l'on peut faire, les avantages que peut procurer, y compris un élargissement ponctuel important, pour donner une autre approche de notre Rhône. Autre dossier qui vous concerne, qui est prioritaire, c'est la mobilité et les transports. Le Lötschberg et aussi la ligne du Tonkin ou le Gothard. Pour vous, c'est quoi les priorités dans les 3 ans, d'ici les prochaines échéances Dans les 3 électorales? ans. Alors, dans les 3 ans, c'est tout d'abord d'obtenir, de réussir à signer cette convention avec l'Office fédéral des transports, les chemins de fer, le canton de Vaud, pour pouvoir lancer les études concernant le ZEB, ce fameux développement de la ligne entre Lausanne et Brigue. Ça, c'est extrêmement prioritaire. Ça nous permettrait, une fois les études réalisées, de très rapidement pouvoir faire circuler des rames à 2 étages et des rames rapides à travers le canton. Deuxième tube au Lötschberg, c'est réaliste ou c'est utopique? Très franchement, en voyant les forces politiques actuelles, c'est obligatoire? Ni réaliste, ni utopique, indispensable. Je crois que c'est au-delà de ces considérations. La Confédération a pris conscience de ça? Je pense que le problème, c'est une affaire financière aujourd'hui. Si on avait les finances, je crois que la question ne se poserait pas. On est à saturation avec la voie de fait qui doit encore aujourd'hui voir passer plusieurs centaines de compositions. Donc on est véritablement dans une situation où si on avait les finances disponibles, la question ne se poserait pas. Donc clause d'utilité est là, et maintenant utopique ou autre, ce n'est qu'une question de délai dans la recherche et dans la quête du financement. Mais pour notre part, c'est le rapport coût-bénéfice est tel qu'il vaudrait mieux tout à fait cessant investir là, réaliser ce deuxième tube. Et quand vous dites ça à Doris Leuthard, votre conseillère fédérale PDC, elle vous comprend ou elle dit il y a d'autres priorités? Doris Leuthard est conseillère fédérale pour tout le pays. Mais elle s'occupe de ce département-là maintenant. Elle s'occupe de ce département-là, mais je veux dire, c'est le fait qu'elle soit du même parti que moi, qu'on ait d'excellentes relations ensemble. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus, par exemple sur le Eh bien, elle écoute... Elle vous montre la liste des autres choses qu'il y a à faire. Alors, le problème, elle attire notre attention, effectivement, sur le fait que le Lötschberg est une priorité que nous considérons comme première priorité. Elle nous énumère d'autres priorités, et à juste titre également, les priorités qui seraient instantanément généré par la création de ce tunnel. C'est la raison pour laquelle nous demandons également de résoudre le problème de Berne et de la vallée de l'Ar, parce que ça ne suffirait pas de faire simplement le tunnel. Et d'autre part, elle nous dit, mais alors, quelles sont vos propositions en matière de financement? Donc, c'est une conseillère fédérale qui nous met les problèmes sur la table. Et je dois le souligner, en l'espace de quelques mois, elle a vraiment pris la mesure du problème au sens large. Mais sa vision du financement des transports en Suisse, est-ce qu'elle vous perturbe ou pas? Alors écoutez, elle a également eu le mérite, d'abord elle a hérité d'une situation, y compris de propositions financières qui valaient ce qu'elles valaient, et d'ailleurs propositions auxquelles on a réservé le sort qu'elles méritaient, dans un premier temps. Ensuite, elle n'a pas voulu, d'une manière définitive, dire « OK, on prend ça, on élimine ça ». Elle a mis l'ensemble du paquet sur la table et en consultation pour voir quelles sont les réactions. On pourra bien sûr imaginer que tout ne sera pas retenu, mais tout ne pourra pas être refusé non plus. Mais vous, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ces solutions à elle? Je dirais sa façon de travailler me plaît, sa façon d'envisager le problème me plaît. À partir de là, il y a bien sûr, de ma part et de la part d'une autorité cantonale, il y a passablement de restrictions que je poserai, particulièrement dans les implications que l'on attend de la part des cantons, qui ont déjà passablement perdu dans les différents exercices de mise en net financière qu'il y a eu avec la Confédération.